bienvenue à tous dans Au cœur du off. On commence par un live avec Movin' Melvin Brown. I got a woman way over town. She's good to me. Oh, wow. I got a woman way over town. She's good to me. Oh, wow. She gives me loving when I'm in need. Oh, she's the kind of woman that a man needs. I got a woman way over town. She's good to me. No, wow. She give me loving early in the morning. She's good to me. No, wow. She give me loving late in the evening. She's good to me. No, wow. She give me loving when I'm in need. Oh, she's the kind of woman that a man needs. I got a woman way over town. She's good to me. No, wow. I got a woman way over town. She's good to me. No, wow. I got a woman way over town. She's good to me. No, wow. She give me loving when I'm in need. No, she's the kind of woman that a man needs. I got a woman way over town. She's good to me. No, wow. She give me loving. She's good to me. She give me kissing. She's good to me. No, wow. She's good to me. No, wow. Enchanté. Tay, if you want. Vous êtes une star du music-hall américain. Vous avez gagné de nombreux prix dans le monde entier. Vous venez du Texas. Et cette année, vous revenez pour la 3e fois en Avignon. Nous présentez votre nouveau spectacle qui s'appelle The Ray Charles Experience au Pandora à 20h55. Donc, notre journaliste Apolline Alaguillaume va nous faire la traduction. Pourquoi déjà Avignon alors que vous venez du bout du monde? So it's the third time you're coming here in Avignon, and why are you coming here so far after all your long career you've done? To have fun. I like. I find people in Avignon that have fun with my show, so I like to come and have fun with the people. I'm not sure I understood everything. Sorry. I have fun with the people in Avignon. Il s'amuse ici avec les gens d'Avignon. Ça, j'ai réussi à comprendre pour une fois en anglais. Et donc, il revient chaque année. Merci. Ben, nous aussi, on s'amuse bien avec vous. Hein. Là, c'est un hommage à Ray Charles que vous faites. Vous avez joué avec les plus grands. On ne va pas les nommer tous. Pourquoi Ray Charles? Okay, so this time it's a tribute to Ray Charles. Why did you choose Ray Charles? Because Ray Charles was voted the second best male vocalist of all time. Ok, parce que Ray Charles a été le deuxième meilleur chanteur de tous les temps. Et qui est le premier? Who's the first one?
But I think that Ray Charles is just so great. I mean, he was able to sing a song like nobody else could sing a song. Well, ok, so Ray Charles a été chanté tellement bien, il chante d'une façon absolument incroyable et donc unique. On est bien d'accord avec vous. Alors, vous donnez un véritable show, vous chantez, vous dansez, vous faites des claquettes sur scène, mais je crois que vous n'êtes pas seul. Là, vous nous avez donné un live seul. Vous êtes combien sur scène et qui est cette équipe? All right, so you're not playing on your own this time in Avignon. You have a whole band around you. Yeah, I have a whole band, a whole entourage. I have backup vocals, the band, and everybody has fun. Are these guys American? Are these guys American? Yeah? No. They're. I have the band. They're all from France. Yeah. Okay. Donc ils jouent effectivement avec 5 autres musiciens sur scène et 2 choristes, mais ils viennent tous de France. Great musicians, really great. Très bons musiciens. Merci pour les musiciens français. Je crois que vous êtes aussi un homme engagé. Vous avez une fondation qui s'appelle Change This World Project. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Yeah, can you tell us about this association? Change This World. You're involved in? Well, the Change This World project is a project I started to help homeless people, and then I started to help the elderly and the children. So now I'm working on a project. It's kind of advanced. I keep advancing, but now I'm at a place where I have a project called, well, it's Change This World, but it's another part because what I'm working on now is to feed the world, because there's one person dies from starvation every 10 seconds in this world. That's more immediate to me. So a part of everything that I make go toward that. Now I'm working on that big time now. Alors, si j'ai bien compris, c'est beaucoup occupé des enfants et des personnes âgées. And now, can you repeat me? So et des personnes qui sont dans la pauvreté et qui sont dans la rue. Vous êtes en train de faire un autre projet et dont le nom est The Other Project. What is the name? It started as Simple Health and Happiness. Simple Health and Happiness. Merci beaucoup. On peut vous retrouver et venir danser avec vous parce qu'Apolline est venue vous voir et elle a dansé toute la soirée. On swing, on rit, on passe un bon moment. C'est donc au théâtre Pandora tous les soirs à 20h55. Restez avec nous, Moving Melvin Brown, car nous allons parler de jazz. Et je suis sûre que ça va vous intéresser, le jazz. Xavier Marquier, un des journalistes de notre équipe, est allé rencontrer les équipes de Tête de Jazz, qui est un événement organisé par l'AJMI, qui est l'association de jazz et de musique improvisée, qui depuis 3 ans crée en Avignon un véritable espace d'expression du jazz et de la musique improvisée durant le festival. On regarde. Alors, en fait, l'AJMI a toujours eu, enfin, depuis de nombreuses années, une activité pendant le Festival d'Avignon. Il s'agissait de prêt de salle, de location de la salle à différentes compagnies. Il y a eu différentes époques. Et puis, il y a 3 ans, on a décidé vraiment d'utiliser aussi notre présence au sein du festival, qui est quand même une des plus grandes manifestations dédiées au spectacle vivant au monde, et notre implantation permanente à Avignon, pour promouvoir ce qui nous semble essentiel à l'heure actuelle, c'est-à-dire la création, le jazz actuel. C'est-à-dire qu'il y a le réseau des clubs, il y a le réseau des festivals, voilà. Mais finalement, comme cette musique, ces musiques sont c'est vrai, de moins en moins présentes médiatiquement, mais comme beaucoup d'autres choses, finalement c'est difficile pour les programmateurs pluridisciplinaires, donc je pense au théâtre, aux festivals pluridisciplinaires, de s'y retrouver et d'inviter des musiciens de jazz. Et puis écoutez, là on arrive au dernier jour de la 3e édition, et oui c'est viable, et oui on va continuer. Voilà.
La première édition a eu lieu en 2013, donc le temps que les artistes aient les premières retombées, c'est forcément au plus tôt 2 ans plus tard. La première année, on avait 42 concerts, 13 formations, on a eu 1500 spectateurs, ce qui était pas mal pour une première année avec une petite jauge, parce qu'on n'a que 80 places dans la salle. Là, cette année, je sais qu'on a eu une bien meilleure fréquentation, pas non plus délirante par rapport aux années précédentes, mais bien meilleure, ce qui est plutôt bon signe, et surtout beaucoup de professionnels. On peut prendre des risques avec du théâtre, avec de la danse, mais finalement la musique, on doit être consensuel, on doit limiter les risques. Déjà, je ne vois pas pourquoi. Et je pense que oui, réaffirmer que la musique fait pleinement partie du spectacle vivant et doit être traitée comme telle. Tête de jazz, donc s'est déroulé du 7 au 17 juillet. Il y a eu de nombreux concerts, on l'a entendu, des débats, des rencontres. L'expérience sera reproduite l'année prochaine. On passe vraiment un bon moment, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Pour cela, vous pouvez aller sur leur site internet www.têtedejazz, sans accent évidemment, .eu. Vous connaissez cet événement, vous, Moving Melvin Brown? Do you know this event about Tête de Jazz by the EJMI, you know, this jazz association? Well, I've heard of it, yes, but I... On a entendu parler. L'année prochaine, peut-être qu'il ira. What on about y next invite. year? Would you care for going there and participate next year? Oh yeah, for sure, yeah. Oui. Anything with Volontiers. music, I'm happy to do. Tout ce qui le fait revenir à Avignon le rend heureux. Très bien, et nous, on est très heureux de l'avoir chaque année. Alors, notre prochaine invitée, c'est Fanny Alfonsi. Bonjour. Bonjour. Vous présentez, vous aussi, un spectacle qui mêle chant et danse, mais là, pour aborder un sujet beaucoup plus douloureux et intime, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de Filles du Calvaire, et on en parle juste après. Au détour d'un chemin, la danseuse croise un homme vêtu de ténèbres. L'individu n'est pas bien intentionné. Il la blesse dans tout son corps, brise son âme et lui jette un sort. Le jour, aux yeux de tous, tu seras cygne. La nuit, tu seras cette femme vulnérable dont j'ai croisé le chemin. Les larmes et les mots ne sortent pas tant la blessure est profonde. Perdue, isolée, la jeune femme est pourtant rejointe dans sa douleur par tant d'autres signes. Les proches, les amis, les parents ne comprennent plus, ne savent pas, et leurs larmes si grandes créent un lac. Yasrine Mouattarif, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des journalistes de l'équipe. Vous êtes allée voir ce spectacle et je crois que ça vous a fait un véritable choc. Un uppercut même, je dirais, tellement cette pièce est percutante à double titre. Elle est percutante parce qu'elle vous frappe en plein abdomen, mais elle est percutante aussi et surtout parce qu'elle révèle beaucoup de la souffrance de ces femmes qui ont eu un jour à subir un traumatisme qui va les marquer des années après le choc, en fait. Donc c'est cette souffrance qu'a exprimée Fanny Alfonsi, qui est la metteuse en scène et l'auteur de ce spectacle, et qui va être incarnée sur scène par 5 danseuses contemporaines qui vont incarner donc la souffrance, mais également toute la palette du tiraillement de ces femmes qui va d'une violence extrême à la fragilité la plus totale. 5 danseuses contemporaines qui vont se révéler au fur et à mesure de la pièce, tour à tour, qui chanteuse lyrique, qui violoniste, qui comédienne. Et il en est de même pour vous, Fanny Alfonsi, bonjour. Bonjour. Qui est à la fois danseuse, chorégraphe, auteure et metteuse en scène de Filles du Calvaire. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de ce calvaire dont souffrent ces filles, justement ? Alors oui, Filles du Calvaire, c'est un petit peu une création à double lecture en réalité. La première lecture directe serait une création sur les violences faites aux femmes. Et en double lecture, c'est une création sur les conséquences de la mémoire traumatique.
Je me suis inspirée d'un livre, celui de Muriel Salmona, qui est médecin, psychiatre, qui a une grosse asso sur Paris. Il y a eu beaucoup de battages médiatiques cette année par rapport au déni, de tout ce qui était conséquence de la mémoire traumatique. Il a été dit que c'était un vrai problème de santé publique. Et j'ai travaillé donc avec mes filles. Donc j'ai une chanteuse lyrique, j'ai une comédienne, j'ai une violoniste, j'ai une danseuse classique. Et moi-même, je ne suis que le chef d'orchestre. Et avec elle, en fait, on a composé les morceaux au violon, on a composé le chœur de voix, on a composé toute cette création qui accompagne justement cette femme à travers sa mémoire et retrouver sa mémoire. Voilà. Donc il faut le dire, hein, parce que peut-être que ça peut porter à confusion. C'est un spectacle qui est porteur d'espoir. Il n'y a pas d'apitoiement. C'est plutôt, enfin moi en tout cas, j'ai senti beaucoup de compassion et de volonté de compréhension de la souffrance de ces femmes-là. Absolument. J'ai voulu ouvrir le débat en fait. À la base, j'ai conçu cette création pour éventuellement la jouer dans les hôpitaux, dans les lycées, dans les collèges et ouvrir un débat. J'ai même eu peur que les adolescents soient choqués parce qu'il y a quand même un langage assez cru. Étant fan de Sarah Kane, je me suis dit que voilà, certaines choses pouvaient... Et absolument pas. Les ados ont adoré la création et au contraire, ils ont voulu en débattre après et en parler. Non, c'est plutôt un chemin quasi hypnotique, je dirais, étant aussi fan des techniques de PNL et d'hypnose, qui accompagne la personne qui regarderait ce spectacle vers le chemin, les médecins diraient résilience, acceptation. Non, c'est une création qui paraît sombre, qui à première lecture est sombre, mais qui est en réalité très apaisante. Voilà. Donc c'est pas un hasard si je l'ai vécu comme un hypercute, c'est vraiment quelque chose. C'est fait exprès. C'est rien n'est rien. En plus, la formation que j'ai eue moi en tant que danseuse, ma chorégraphe me disait ne rien imposer à l'œil du spectateur, toujours suggérer. Donc j'ai laissé un spectacle ouvert, fait de chant lyrique, de danse, de violon et de théâtre. Et j'ai voulu que le spectateur, par rapport à sa vie, ses expériences, prenne ce qu'il avait à prendre. Et alors j'ai une remarque. Le jour où j'ai assisté à votre représentation, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que 98% du public était féminin. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à votre avis, qu'est-ce qui rebute ou qu'est-ce qui effraie les hommes sur un sujet comme celui-là? Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces messieurs pour les rassurer? Et pour qu'ils viennent. Voilà. Et oui. Eh ben, en réalité, c'est mon deuxième Avignon avec Filles du Calvaire. L'année dernière, j'étais venue avec ma compagnie a juste 2 ans. On est venu l'an dernier avec mes 2 premiers spectacles, Colomba et Filles du Calvaire. Et Colomba avait plus attiré en termes de nom. Et Filles du Calvaire, du coup, par ricochet, les gens de Colomba étaient venus voir Filles du Calvaire. Donc on avait eu beaucoup d'hommes, au final, dans le public, qui au départ rebutés par la danse et au final touchés par le sujet. Et là, je suis venue qu'avec Filles du Calvaire. Et la création est un peu plus complexe. Elle est au Lorette, qui est habituée, dont l'équipe est géniale, mais qui est habituée à programmer de la comédie. Or, moi, c'est plutôt une création plutôt dramatique. Et c'est vrai qu'effectivement, on a plus de femmes cette année. Alors, Yasrine, est-ce que vous pouvez nous redire où est-ce qu'on peut trouver ce spectacle? Allez le voir, en tout cas. Voilà, hommes comme femmes. Allez le voir au Lorette Théâtre. C'est tous les jours à 15h50. C'est ça. Et le jour de relâche? J'ai pas de relâche. Pas de relâche. Non. Quel courage. Merci. Merci beaucoup, Fanny Alfonsi. Savannah Massé est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, vous êtes allé voir des récits de vie, comme ça, des parcours racontés par une femme. Mais elle nous parle d'amour. Et c'est un texte de Carole Fréchette. Alors, j'adore cet auteur. Ça s'appelle La peau d'Elisa. C'est au Théâtre des Halles à 14h tous les jours. On regarde et on en parle après. La peau d'Elisa, c'est l'histoire d'une femme qui vous raconte des histoires d'amour, des histoires qui sont arrivées pour de vrai. Elle vous raconte ces histoires en donnant des détails qui donnent des frissons. Et puis parfois, tout d'un coup, elle s'arrête et avec plein de fébrilité, elle regarde sa peau, elle vous regarde. Et puis elle continue, elle se remet à raconter des histoires qui donnent des frissons. Et petit à petit, elle va vous dire ce qui lui est arrivé et ce qu'un jeune homme un jour lui a confié dans un café. Alors, qui est cette Elisa, pour ceux qui ne la connaissent pas, ma chère Savannah? Alors, Elisa, c'est une femme qui nous raconte des histoires d'amour, mais qui ne sont pas les siennes. C'est les histoires d'amour des autres. Alors, qui est-elle, d'où vient-elle et quelle est son histoire? On ne le sait pas et on ne le saura pas.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a ce besoin de parler et de transmettre parce qu'elle a un problème de peau. Au fur et à mesure où le temps passe, si elle se tait, sa peau se dentifie, sa peau pousse à cause du temps qui défile. Donc elle est sans cesse dans la fiction, dans des moments parfois de trouble et d'arrêt, et c'est à ces moments-là qu'il y a sa vraie personnalité qui apparaît. Il y a des moments de fragilité et des problèmes de confiance en elle aussi qui arrivent dans ces moments-là. Le regard des autres, pour elle, est très important, je crois me souvenir. Effectivement, elle est obsédée par le regard des autres. Elle cherche en permanence la reconnaissance et le réconfort auprès du public. Elle a besoin d'avoir un reflet rassurant et le public est très important là-dedans parce qu'elle nous parle, elle a besoin de notre avis. Alors, on ne lui répond pas forcément toujours, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de reflet qui est très présent aussi dans la scénographie parce qu'il y a un miroir sur scène. Donc ce miroir, on se voit nous-mêmes spectateurs, on a notre propre reflet et c'est vrai que ça renvoie au fait qu'on est tous concernés en fait par ce qui se passe sur scène. On ne peut pas être ignorant parce qu'au final on existe tous à travers le regard de l'autre. Et finalement, Elisa reste très énigmatique. Alors Elisa est très énigmatique, la comédienne Mama Pratinos qu'on a pu voir est très énigmatique également et elle est troublante de réalité et de fébrilité. Et c'est vrai qu'elle est tiraillée entre ses récits fictifs, mais aussi des moments où elle est dans le présent, elle est là avec nous, elle partage ce qu'elle vit. Donc ça, c'est des vrais moments d'émotion, mais qui nous intriguent, parce qu'on est curieux, on a envie d'en savoir plus sur elle, finalement, parce qu'elle existe à travers les histoires des autres. Alors finalement, est-ce que c'est pas parce qu'elle n'arrive pas à exister à travers sa propre histoire ? Et elle a tellement peur de disparaître qu'elle a besoin de parler pour survivre, pour échapper à la mort et au temps qui passe. Donc c'est un vrai cri de survie et d'espérance. Est-ce qu'on peut redire où est-ce qu'on peut aller voir La peau d'Elisa, texte de Carole Fréchette? Oui. Alors c'est à 14h au Théâtre des Halles. Merci beaucoup Savannah, on vous retrouve un peu plus tard. Sans transition, ou presque d'ailleurs, nous allons parler d'un spectacle qui parle d'amour, mais qui là évoque surtout une envie d'ailleurs, de cette jeunesse fougueuse, empreinte de liberté de l'après-guerre de 14-18. Yasrine Mouattarif est allée voir cette pièce. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau, dans quelques instants, Pierre Boucard, le metteur en scène. On regarde le paquebot Tenacity, une bande-annonce, et on se retrouve après. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma, ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça, ces monuments la rendent moitié. On embarque demain pour l'autre bout du monde. Vous avez dit l'autre bout du monde? Oui. Ah oui, ça c'est une autre affaire. Mais pour où? Pour le Canada. Non, pour le fin fond du Canada, pas pareil. Ah. Et vous y allez pour faire votre métier? Notre métier? Alors là, elle est bonne celle-là. Et vous nous avez regardé, madame, vous avez vu notre âge? Est-ce qu'on nous a laissé le temps d'avoir un métier, comme vous dites? Enfin, c'est-à-dire que... Oui, celui qu'on avait, on l'a à peu près oublié. Oui, nous sortons de faire la guerre, madame, vous savez. Alors on travaillait, comme vous dites, depuis 6 ans, dans les casernes. Ou sur la Meuse, ou sur la Marne, d'ailleurs. Ou sur la Somme. Ou sur la Somme, oui. Enfin, dans les jolis chantiers du gouvernement, quoi. Bah, c'est chez ce patron-là qu'on est resté le plus longtemps depuis notre sortie d'apprentissage, hein, pas vrai, messieurs? Non, non. Non, pas notre métier, madame. Seulement, vous voyez, j'ai dit à mon ami que voilà, hier, c'était la guerre, aujourd'hui, c'est le paiement de la guerre. Eh ben, demain, il y aura autre chose. Ici, tu te feras toujours emmerder, hein. Vous voulez que je vous dise? C'est encore quand on est étranger dans un pays qu'on est le plus libre. Donc, on vient de voir un extrait de paquebot Tenacity. Vous l'aurez compris, on est dans la France de l'après-Première Guerre mondiale. On est sur le port du Havre. Tout à fait. Avec deux jeunes gens, deux jeunes poilus, qui viennent de passer les plus belles années de leur vie dans l'horreur des tranchées. C'est ça. Et qui vont prendre la décision de leur vie. Décision, on verra l'issue. Ils décident d'immigrer vers outre-Atlantique, en tout cas. Pierre Boucard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène, mais on vous a également reconnu sur les images, vous incarnez Ségard. Oui, avec les cheveux plus courts, enfin, là maintenant. Et un costume d'époque. Et un costume d'époque. Voilà, donc je parlais de décision, et c'est un peu la clé de voûte, un peu la trame de ce très beau texte signé Charles Vildrac. Vildrac, pas Vitrac. Tout le monde nous le dit dans les rues, c'est Vildrac. Autant pour moi.
Donc oui, la décision, le choix, le tenaillement, hein, le tiraillement, et aussi l'amour, l'amitié, puis fatalement la trahison. Alors pour commencer, pourquoi ce choix justement de ce texte qui avait été monté en 1920, qui avait connu à l'époque un certain succès, et qui est depuis tombé dans l'oubli? Oui, il est tombé dans l'oubli. En tout cas, c'est ce qui apparaît. Ce qui s'est passé, moi, c'est que tout simplement, étant metteur en scène, je lis beaucoup de pièces. De par ma formation, j'ai été amené à découvrir ce texte, qui m'a tout de suite beaucoup plu. Je me suis pas posé... Quand je monte des projets, je me pose pas 12 milliards de questions. Je me dis juste, est-ce que j'aime les gens qui sont dans la pièce ? Et si je les aime, est-ce que j'ai envie de les défendre et de les faire aimer au public ? Moi, ça s'arrête là. Donc voilà, c'était ce projet, j'ai aimé les gens, quand je l'ai lu, j'étais avec les personnages, ils m'ont touché, et je me suis dit, maintenant, notre travail, avec le mien et ensuite celui de toute l'équipe, parce que c'est une pièce collective, il faut le dire, on est 8 comédiens au plateau, et j'y tiens. On nous des demandes pour pouvoir réduire la distribution, mais je trouvais que ça réduirait l'impact artistique, donc on garde cette distribution-là. C'était de faire embarquer les gens dans le public sur le paquebot Tenacity, même si, in fine, comme vous l'avez dit, à un moment, il ne part pas. On attend, et c'est ces moments d'attente de ces deux anciens poilus qu'on va vivre dans cette pension de famille, une unité de lieu, donc c'est du théâtre de facture assez classique, voilà, on est immergé avec eux, c'est très cinématographique, et dans la mise en scène, et dans le jeu que j'ai demandé aux comédiens. Et moi, ça m'a tout de suite plu, c'était ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de défendre, et je me suis dit, allons-y. Le texte vous a plu à tel point qu'il n'était plus édité, vous avez choisi de le rééditer? Oui, j'ai choisi de le rééditer parce que c'est notre deuxième Avignon. Comme les gens qui reviennent, souvent ça a bien marché l'année d'avant, donc on est repris l'année d'après. Et moi-même, c'est le public qui m'a donné l'idée de le rééditer parce que tous les jours, on avait 3-4 personnes qui disaient mais pourquoi on ne peut pas l'acheter? Est-ce que vous l'avez? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il n'est plus édité, Gallimard ne le réédite plus. Donc, comme maintenant on connaît bien les ayants droit, on est allé toquer à la porte et on leur a dit on ne peut pas avoir une petite autorisation pour faire une toute petite réédition. Et comme on ne faisait pas trop d'ombre à Gallimard, Gallimard a accepté. Voilà. Et on peut se procurer le texte. Et on peut se procurer, pour ceux qui viennent voir la pièce, on a l'autorisation de le vendre au théâtre, après la présentation. Voilà, donc un très beau texte, et un texte furieusement contemporain. Enfin, ça, c'est mon avis. Ça me fait bien plaisir que vous le dites. Ces deux jeunes gens, finalement, qui scrutent l'Atlantique en rêvant d'ailleurs, même si c'était il y a près d'un siècle, on les transpose en 2015 et on peut les imaginer quelque part sur les rives de la Méditerranée. Oui, c'est une jeunesse, c'est deux jeunes gens qui n'ont pas eu de jeunesse. À l'époque, le service militaire, c'était 3 ans, ils ont fait 4 ans et demi de guerre, ils sont restés 1 an dans des casernements, ils sont partis d'un Paris qui était 1912, donc ils sont revenus, Paris 1920, les années folles, ils n'ont plus rien reconnu, c'était plus leur pays, c'était plus leur façon de penser, ils étaient totalement déphasés par la guerre. Pendant 8 ans, on leur a dit quoi faire, je pense que pour survivre, ils ont totalement obnubilé leur libre arbitre et on les a jetés dans un monde qu'ils ne connaissaient pas en leur disant maintenant les gars allez-y, et ils se sont retrouvés perdus. À un moment, un des personnages le dit j'étais dépaysé, dégoûté, et à la suite de ça, parce que ce qui prédomine chez eux c'est l'envie de vivre, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils ont envie de vivre, et effectivement on pense au drame des migrants en ce moment, qui malgré tous les bâtons qu'on peut leur mettre dans les roues passent la mer, passent les murailles, ils y vont, ils s'en foutent. Eux, c'est la même chose. Ils ont une rage de vivre. Ils ont la rage de vivre, et c'est ça qui l'emporte. Et je pense que c'est ça qui touche la jeunesse. Et ce qui est, entre guillemets, un peu cocasse, c'est que le texte a presque 100 ans, et que déjà, il y a 100 ans, l'envie d'ailleurs de la jeunesse française, c'est le Canada. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes Français qui partent au Québec. Et donc, il y a des choses intemporelles dans cette pièce qui continue à marquer énormément de jeunes. Moi, quand j'ai choisi de monter cette pièce, 1920, on m'a dit tu vas intéresser que les vieux, et que si tu fais Avignon trop longtemps, tu vas perdre 20% de ton public tous les ans. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que cette pièce parle à des gens qui connaissent le théâtre classique, connaissent le répertoire français, mais on avait hier une dizaine de jeunes qui avaient entre 8 ans et 13 ans, et qui disaient on ne pensait pas que ça pouvait être ça aussi du théâtre. Et moi, ça me touche beaucoup, parce que ça veut dire qu'il y a une pièce qui a presque 100 ans, elle parle encore aux jeunes, ce qui veut dire que c'est une bonne pièce, tout simplement.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Yasrine, où est-ce qu'on peut aller voir ce spectacle? Oui, alors on peut aller le voir à l'Essayons Théâtre à 12h45. Oui. Et le succès est tel que vraiment je vous conseille de réserver parce que la file d'attente est assez conséquente. Oui, je pense que d'ailleurs pour demain c'est plein. Mais... Voilà, c'est annoncé. Et vous fêtez votre 100e. Et en fait, oui, on a compté un peu nos représentations juste avant Avignon et on s'est dit bah, ça va être beau, on fête la 100e du spectacle à la dernière d'Avignon cette année. Oh là là, ça va être... Voilà. Donc pour ceux qui viendraient festif. À la dernière, potentiellement on ne boira pas que du jus de pomme, peut-être qu'on sabrera du vrai champagne. Merci beaucoup Pierre Boucard. Merci beaucoup. Merci Yasrine. Merci à vous. On parlait à l'instant de cette jeunesse et de cette fougue. On a rencontré parmi les spectateurs d'Avignon des jeunes qui sortent de classes préparatoires. Ils sont 18 et ils sont venus passer une semaine en Avignon. Nous sommes allés les rencontrer dans leur QG, qui est le camping, un sujet préparé par Ella Camarou et Hélène Kiefer. Deuxième pièce, encore complet. Troisième pièce, La République, ça jouait pas aujourd'hui. Et il y a Nina qui a essayé de t'appeler, mec. Ah d'accord. Ah oui, merde. Mais c'est Sciences Po. Putain, merde. Mais oui, oui, oui. Oh là là. J'ai raté les inscrits. Oh non. Non mais c'était court. Ah la matinée de merde. Moi, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais être diplomate, sinon tout simplement journaliste. Je crois qu'après la classe préparatoire qu'on fait, effectivement c'est accès littéraire, mais il y a quand même une grande variété de carrières et c'est pas cantonné à la carrière de professeur. On peut pas se balader clairement à 18 dans Avignon et du coup même le réveil, le petit déjeuner, on le fait séparément. Par exemple ce matin il y a 2 personnes qui se sont levées extrêmement tôt pour aller voir une pièce à 9h30 sur Avignon, alors que nous on s'est plutôt réveillés à 10h. C'est aussi en fonction des personnes, quand ils ont des pièces très tard la veille à 22h, ils vont forcément se lever plus tard. Et non, on ne fait pas tout ensemble. On est souvent par groupe de 3, 4, 5. Et on se retrouve à peu près le soir, autour de 22h, où là, on est plus tous ensemble. Ok, bah j'ai appelé, je vais prendre une place pour demain à 14h. Et du coup, tu fais comment? Vous avez pensé bah toi, t'as un dictaphone sur l'iPhone. Ah bah faut que j'aille mettre mon portable à recharger alors. Va mettre ton portable. Ensuite, ce qui a été hyper sympa, c'est qu'on a réussi à se réunir et à trouver une date pour que toute notre bande de potes puisse aller ensemble. Ça fait à la fois vacances, on essaie de profiter de la piscine, du camping, et à la fois découverte de pièces de théâtre, qui est quelque chose qu'on aime beaucoup. Je reste 6 jours, il y en a qui vont rester jusqu'à 8 jours il me semble, et on voit je pense minimum 2 spectacles dans la journée, et ça m'est arrivé une fois d'en voir 4. On n'a pas tous les mêmes goûts. Je sais que par exemple hier avec une amie on allait voir un spectacle de danse, de hip-hop, qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Il y en a qui vont voir beaucoup de tragédies, des comédies de boulevard, mais c'est d'autant plus drôle que dans le spectacle du hip-hop il y a un brassage qui est assez inattendu je trouve, parce que effectivement le spectateur type est plutôt âgé, mais en même temps, dans le spectacle de hip-hop hier, étonnamment, il y avait énormément de grands-parents avec leurs petits-enfants. Alors, comme le disait ce jeune homme dans le sujet, les publics sont très variés à Avignon et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu la rareté de cet événement, le fait que ça soit une expérience unique en son genre. Mais pour qu'il y ait des publics variés, cela implique qu'il faut qu'il y ait des spectacles variés. N'est-ce pas, Savannah ? Tout à fait. Alors, chaque année, de nouvelles expériences théâtrales se montent et se tentent en Avignon. Savannah Massé donc a rencontré ceux qui bouleversent les codes du genre pour cette édition 2015, comme par exemple Das Kino.
White, red, black, beautiful, more beauty, more beautiful than the light. Alors pour commencer, donc Deskino, c'est un spectacle qui se joue à 13h45 aux Hivernales, un spectacle de danse très novateur. Alors pour ma part, c'était la première fois que je participais à une telle expérience. On entre dans la salle, on met des lunettes en 3D et là commence le show de cet artiste Benjamin Bach. Alors les lunettes en 3D, finalement, c'est assez étrange, mais ça sert bien le spectacle parce que ça provoque beaucoup d'illusions. Alors on va voir un échiquier, une cathédrale, des couloirs, à un moment l'espace va se renverser. Et c'est vrai que ça sert vraiment le spectacle parce que la volonté de ce spectacle, c'est de dénoncer la superficialité. Et il y a un rapport à la beauté et au corps qui est très important, donc ça renforce un petit peu l'artifice. Après, c'est vrai que c'est très déstabilisant parce qu'on se croirait au cinéma. Parfois, j'avais même l'impression d'être dans un parc d'attractions, donc j'avais plus trop de repères. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a les yeux rivés sur scène et que ça nous coupe complètement de la réalité. Alors maintenant, pour rentrer dans une deuxième forme qui n'a rien à voir, je vous propose de regarder un sujet que nous avons réalisé et monté avec Julie Wolstansky et qui s'appelle Walking Therapy. C'est dans une arrière-cour que nous découvrons le point de départ de ce parcours urbain sous casque, organisé par Nicolas Buis et Fabio Zenoni, dont les voix nous guideront au fil de ce chemin initiatique. Bienvenue à cette soirée séminaire sur l'acceptation du malheur. Les écouteurs bien en place, nous sommes prêts à débuter ce coaching du bonheur visant à vaincre nos peurs en aspirant au rire. C'est parti, suivez-moi. Débute alors une balade infernale et nocturne au milieu d'une trentaine de personnes, tous munis de leur tabouret quechua, suivant les 2 mètres à penser qui nous guident entre marche, arrêt, chant et intervention impromptue, toujours hilarante. J'arrive pas. Cet individu n'a pas laissé Francky rentrer dans sa coquille. Déambulant dans les rues d'Avignon, sous le regard interrogateur des piétons, nous apprenons à avancer ensemble dans le rire et la liberté d'être à la fois acteurs et spectateurs de cette manifestation décalée et folle de bonne humeur. Quelle bande de nazes, quoi. Allez, tu vas chez Snack Kebab, là, ils sont pas bons, là. Va chez Snack Kebab, quoi. Ah oui. Eh ben, tu vas y retourner chez Decathlon si tu continues. Attends, tu te calmes déjà, ok? T'as pas à me parler comme ça va? Non, t'as pas à faire ça. Comment? Je crois plus en ta théorie. Tu vas te calmer déjà. C'est toi qui vas te calmer. Arrête, comment on est fatigué. Super, raté. Tu touches le fond, mais c'est beau, ça. C'est beau. Parce que t'oses enfin le montrer. Putain, c'est beau, Francky. C'était la walking therapy. Un voyage atypique dont on ressort détendu, le sourire aux lèvres et l'envie de partager toujours plus pour revenir à la nécessité d'être ensemble. Alors, ça se joue à 21h à la Manufacture et c'est une création de la compagnie Victor B. Alors pour ma part, c'est la 2e fois que je participais à une expérience sous casque et c'est vrai qu'au premier abord, comme on sort des murs du théâtre, on a un peu peur que ça se transforme en quelque chose d'assez impersonnel. Mais là, ça a l'air génial. Alors, on est noyé dans la foule, mais c'est vrai que grâce au casque, il y a une adresse directe. Et du coup, c'est ouvert, mais totalement, parce qu'on est spectateur, acteur, enfin, ça alterne à chaque moment. À tel point qu'on ne sait même pas si les 2 comédiens ont une ligne directrice ou s'ils improvisent, parce qu'on peut le voir d'ailleurs à certains moments. Tout est possible, il n'y a pas de cadre, on a une liberté totale d'appréhender cette expérience comme on le souhaite. Et alors c'est vrai qu'à certains moments, ça prend plus des airs de performance que de théâtre pur et dur. Mais ce qui est important, je trouve, dans ce spectacle, c'est qu'ils remettent au centre des éléments qui, à mon sens, sont primordiaux, à savoir être ensemble, construire et créer dans l'instantanéité. Et surtout, ça rend ce spectacle
très accessible à tous les publics, et c'est finalement le point fort du théâtre aujourd'hui, c'est permettre à tous les publics de participer à ce genre d'expérience. Ah ben, vraiment, en tout cas, ça a l'air très chouette. Merci Savannah. Alors avec nous, Nick Millette, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien et l'interprète d'un spectacle qui s'appelle Arc Tattoo, qui se joue hors les murs, dans un garage, et c'est en partenariat avec le Théâtre des Carmes, c'est bien ça. Et c'est à 14h tous les jours, où là aussi, on a affaire à une nouvelle forme, c'est ça ? Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est très atypique parce qu'on pénètre, on arrive dans le théâtre, on pénètre dans votre brocante, dans votre vide-grenier personnel, on s'assoit dans le public et vous venez parmi nous avec votre petite malle dans laquelle on tire des objets dont vous nous racontez les histoires à travers vos souvenirs personnels. Alors c'est vrai que c'est troublant parce qu'on est partagé entre vérité et fiction, on ne sait plus trop où se placer. Moi, je voulais savoir ce qui vous a donné envie de faire participer à ce point le public. Moi, je crois que vous l'avez dit, l'être ensemble, c'est que d'habitude, on est dans notre siège, on regarde un couloir vers la scène et on est seul avec ce qui se passe sur scène. Moi, ce que j'aime bien, c'est de casser ça et de faire de telle sorte que le public, il parle entre eux, il parle avec moi. Il touche des objets, tous les sens sont appelés, donc il renifle des odeurs, il y a différents genres d'objets, donc pour moi c'est une expérience totale. Et c'est pas seulement visuel, c'est pas seulement conceptuel, c'est vraiment total, tous les sens. Et c'est d'autant plus une expérience que chaque fois qu'on vient participer à cette manifestation, ce n'est jamais la même. Donc est-ce que, à votre sens, le théâtre de demain, c'est ça finalement, rien n'est figé, tout est ouvert? Je crois que ça pourrait bien être ça. Je crois qu'il faut, on a la télévision, on a le cinéma, ils racontent des histoires très bien. Nous, au théâtre, il faut qu'on revienne à la spécificité du théâtre et raconter les histoires autrement. Et pour moi, ça, c'est jouer avec la présence, vraiment, et aussi jouer avec l'aléatoire. Et là, évidemment, c'est jamais la même pièce. Alors, moi qui n'ai pas eu l'occasion de venir vous voir, j'ai vu que vous aviez ramené une boîte à malice. C'est quoi? Alors ça, c'est mon camping-car. Un camping-car. C'est mon Winnebago. Aux États-Unis, on appelle ça. Et c'est une genre de hache des histoires. D'accord. Et est-ce que je peux piocher une histoire, moi? Pas seulement vous pouvez, vous devez. Ah, je dois. Très bien, mais je le fais, alors je m'exécute. Mais d'abord, il vous faut fermer les yeux. Ah, ben d'accord. Allez, piochez dans mon hache. Ah, il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je peux réouvrir les yeux? Oui. Merci. Ce bout de mousse vient de la banquette arrière de la camionnette de Monsieur Finney. Je le déchirais pendant qu'on roulait et je cachais mes sous dans les petites poches que j'avais formées. Il y avait ce gamin qui avait cette habitude énervante de déchirer la mousse de la banquette arrière de ma camionnette. Bon, j'étais pas un homme fier, mais j'aimais bien garder ma camionnette en forme. Et ce gamin-là, il a complètement foutu en l'air la siège. Il a tellement bien travaillé qu'il est allé jusqu'au ressort. Bon, évidemment, j'ai rien vu avant qu'il fallait faire reprendre ma camionnette pour une nouvelle. Donc, vous voyez mon problème. Comment je suis censé faire reprendre ma camionnette de merde avec un tas de merde comme banquette arrière? Il a tellement bien travaillé qu'il est allé jusqu'au ressort. Et la surface, il se ressemblait à la lune, il était tellement troué. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis amené le gamin au débarras de Hyannis. Et là, nous avons trouvé une nouvelle banquette dans une nouvelle camionnette qui était défoncée. Et là, quand j'enlève l'ancienne banquette, le gamin se met à tirer sur mon bras. « Monsieur Finney », il me dit, « Monsieur Finney, est-ce qu'il y a une famille qui est morte dans cette camionnette ?» Alors là, j'ai dit, bordel de merde, comment je suis censé savoir si une famille est morte dans cette camionnette-là? Alors, Monsieur Finney, est-ce que tu peux me raconter une histoire sur une famille qui meurt dans cette camionnette? Alors là, j'en ai essayé. Je lui dis, rends-moi le putain de cliquette, on va se casser d'ici. Il faisait chaud et j'avais pas le temps de raconter des histoires.
Merci beaucoup. C'est mon plaisir. Est-ce que vous voulez voir qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ah, ben, c'est un vrai camping-car à Il y a une l'intérieur. chaussette. Ah oui, une Il y a chaussette. une petite plaque de métal là. L'histoire de la plaque en métal, c'est très intéressant, je vous Ben, jure. je vous remercie beaucoup, Nick Millette. Mon plaisir. Avant de se quitter, nous allons regarder les bonus préparés aujourd'hui par Julie Volstinski pour Fast and Furious et l'abécédaire d'un nouveau genre, vous allez voir, préparé par Christophe Dubourg. Molière. Ainsi surnommait-on Jean-Baptiste Poquelin, ce célébrissime dramaturge, comédien et chef de troupe du théâtre français qui s'est illustré au début du règne de Louis XIV. Parmi ses pièces les plus célèbres, citons L'Avare, Les Précieuses Ridicules ou encore Don Juan. D'honneur. Ainsi dit le renard et flatteur d'applaudir. Predict the new world and this new world. To be honest, I don't understand it. Do you get what I'm saying? N comme nœud. Le nœud, c'est le cœur de l'action quand tous les événements se mêlent et que l'on se demande comment l'histoire va se terminer. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à demain et vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, #off15. Merci à tous.